Donc bonsoir à tous. Comme l'a dit Eric, petite précision technique, le plus simple, c'est que chacun coupe son micro lorsqu'il ne parle pas, histoire d'éviter les interférences et les bruits en tout genre. Alors pour commencer, tout d'abord, un grand merci à Attaque Liège et au CADTM, plus particulièrement à Christine Pagnoul, parce qu'ils ont organisé assez rapidement et efficacement cette rencontre ce soir. Un grand merci évidemment, merci un pile, comme on dit en créole, à Frédéric Thomas qui accepte d'être notre conférencier aujourd'hui. Ce sera monsieur Haïti aujourd'hui. Avant de vous le présenter en quelques mots aussi sur l'actualité haïtienne qui est mouvementée, vous le savez peut-être. Les soubresauts politiques, économiques, sociaux divers ne datent pas d'hier en Haïti, mais ces derniers mois, la situation du pays s'est beaucoup détériorée. La population haïtienne est littéralement prise en otage à la fois par des dirigeants cyniques et une communauté internationale qui est très peu soucieuse du bien-être des Haïtiens. Et je pèse mes mots en disant ça. Nous sommes dans une situation où une dictature est en train de s'installer avec un régime très autoritaire, particulièrement corrompu et ultra violent, d'où l'importance de rencontres comme celle-ci, à mon sens, pour expliquer ce qui se passe, parce qu'on en parle très peu et assez mal ici en général, pour expliquer comment on en est arrivé là aussi, et que finalement ce n'est pas une fatalité, contrairement à ce que certains discours prétendent. Alors voilà, pour vous présenter Frédéric Thomas, il est docteur en sciences politiques. Depuis plus de 5 ans maintenant, il travaille au CETRI à Louvain-la-Neuve, le CETRI étant le centre tricontinental. Il s'agit d'un centre d'études, de publication et de formation sur le développement, sur les relations entre le Nord et le Sud et sur les enjeux de la mondialisation dans les pays du Sud en particulier. Et l'objectif du CETRI, je le précise pour qu'on comprenne bien le travail de Frédéric Thomas, est de faire entendre des points de vue du Sud et de contribuer à équilibrer la réflexion sur les conceptions et les pratiques de ce que l'on appelle le développement. Alors, Frédéric Thomas est allé en Haïti pour la première fois en 2009 avec l'ONG belge Entraide et Fraternité. En mars 2010, il y retourne, 2 mois après le séisme dont le monde entier a entendu parler. Et il fait un constat, c'est qu'il existe un décalage énorme entre ce que vit pour de vrai la population haïtienne et le discours médiatique hors Haïti, discours et silence médiatique. Il a à ce moment-là la volonté de servir de passeur, de faire un lien pour rééquilibrer un peu les narrations autour d'Haïti et donc la perception que l'on peut avoir de ce qui se passe là-bas. Il me disait vouloir contrecarrer à la fois certains discours partiels et partiaux et des silences qui sont très dommageables pour Haïti. Aujourd'hui, Frédéric Thomas est considéré comme un spécialiste d'Haïti. Ses articles sont régulièrement relayés dans la presse belge et française, mais il me confiait ce matin que bousculer les silences, bousculer les partis pris des médias dominants reste quelque chose de très difficile. Alors, il travaille sur Haïti, mais pas que. Il travaille sur des projets avec toute l'Amérique latine. Son intérêt pour le Sud lui vient de voyages, de rencontres, certainement de convictions personnelles et d'une sensibilité particulière pour les mouvements sociaux, pour l'humanitaire et pour les questions en lien avec l'exploitation des ressources des pays du Sud. Il est l'auteur de très nombreux articles. Je vous invite à consulter notamment le site du CETRI. Il y a encore un article de Frédéric Thomas paru ce lundi 29 mars qui se trouve sur ce site. Et en 2013, Frédéric Thomas a publié L'échec humanitaire, le cas haïtien, un ouvrage que je vous invite à lire ou à relire le cas échéant. Voilà dans les grandes lignes, je pense. Je vais céder tout de suite la parole à Frédéric. On se retrouve après sa conférence pour un débat et toutes les questions seront bien entendu les bienvenues. Voilà, très bonne soirée. Vous pouvez mettre les questions dans le chat par écrit pendant les remarques. Effectivement, merci de ce rappel. N'hésitez pas à envoyer vos questions dans la discussion, dans le chat, et on pourra les traiter par la suite. Ouais, bonsoir à toutes et à tous. Merci à Marie-Lou Nazar pour cette introduction et cette présentation. Merci à Christine Pagnoul, à Tax et à DTM, Liège,
pour l'invitation. Merci à vous d'être présents. Donc, ce qu'on avait convenu, c'est d'essayer de vous faire un tableau relativement synthétique de la situation à Haïti en 25-30 minutes, en essayant d'adopter une ligne médiane de complexité pour que ça soit accessible à tout le monde. Donc, je vais essayer de faire un tableau général pour vous donner des clés de compréhension de cette double prise d'otage dont a parlé Marie-Lou, c'est-à-dire de l'international et de la classe dominante haïtienne, en essayant de comprendre les causes et les enjeux de la crise actuelle, ainsi que le positionnement des acteurs, avec pour toile de fond, essayer de comprendre un peu cette lecture médiatique biaisée et lecture médiatique et malheureusement lecture diplomatique biaisée de la situation haïtienne. Alors, je vais essayer de le faire en partant du plus immédiat au plus structurel, en faisant des allers-retours dans l'histoire. Et donc, pour revenir, première date la plus récente qui a focalisé l'attention et la contestation, les mobilisations, c'est le 7 février de cette année. Le dernier jour du mandat du président Jovenel Moïse, qui avait été élu en 2016 et qui avait été investi en 2017. Donc, c'est ce dernier jour de son mandat, sauf qu'il refuse de quitter le pouvoir, il prétend rester un an de plus, le temps d'organiser un référendum constitutionnel et des élections. La veille de son dernier jour, il prétend qu'il y a un coup d'État. Dans un coup d'État, plusieurs personnes sont arrêtées. Et d'ailleurs, il faut s'interroger sur la plupart des personnes arrêtées sont aujourd'hui libérées. Il n'y a aucune information sur ce coup d'État. Coup d'État qui était largement relayé par les médias, mais 3 mois après, on ne revient pas. Donc, on a déjà un premier indice de cette lecture médiatique est très spectaculaire. Donc, pourquoi le 7 février concentre cette contestation? Parce que le président Jovenel Moïse réinterprète la Constitution. Selon la Constitution haïtienne, le mandat du président comme des parlementaires commence le 7 février qui suit le début de l'année électorale. Or, les dernières élections en Haïti, elles ont commencé en octobre 2015, elles ont été interrompues pour fraude et elles n'ont abouti qu'en octobre-novembre 2016. Et donc là, il y a un an, un peu d'écart. Et ce qui n'empêche que la Constitution, elle est claire sur le mandat, que par ailleurs, le président a appliqué cette même Constitution à la lettre quand il s'est agi en janvier 2020 de mettre fin, de congédier l'ensemble des députés et les 2/3 des sénateurs. Donc, on voit bien qu'il y a une mauvaise foi, qu'il l'interprète d'une manière la Constitution quand il s'agit des députés et d'une autre manière quand c'est par rapport à son cas. Alors, c'est pour beaucoup de Haïtiens et d'Haïtiennes, ça consacre un peu la dérive autoritaire qu'ils voient venir depuis quelque temps. En tout cas, depuis, de manière évidente, à partir de janvier 2020, avec la fin du mandat de l'ensemble des députés des 2/3 du Sénat, puisque là, on se retrouve avec une absence de contre-pouvoir et avec un gouvernement qui ne gouverne plus que par décret. Il y a une 50aine de décrets qui ont été signés en 15 mois, donc on voit que c'est un recours à cette mesure de manière massive, qui pose problème tant par la forme que par les contenus de ces décrets. Dans ces contenus, notamment, on voit qu'il y a la mise en place d'une institution, une agence nationale de sécurité, qui est directement dépendante du président. On voit que la Cour des comptes, on lui enlève une partie de son contrôle. Donc, on voit qu'il y a une extension du pouvoir présidentiel, voire du pouvoir personnel du président. Donc tout cela crée d'autant plus d'inquiétude que les élections auraient dû avoir lieu en 2019, elles ne sont pas été faites en 2019, elles n'ont pas été faites en 2020, on les met en place en 2000, elles sont censées être tenues cette année, elles sont censées être organisées et réalisées par un conseil électoral provisoire qui est illégal et légitime, qui a été choisi par le Jovenel Moïse, qui n'est pas reconnu indépendant, autonome par l'ensemble des acteurs de la société civile, donc avec la perspective de fraude auquel s'ajoute un référendum constitutionnel qui pose toute une série de problèmes sur le fond à nouveau, sur la forme, sur laquelle on pourra revenir. Donc on est face à une situation de crise sur la gouvernance, sur la politique, sur le pouvoir,
comme on a pu en connaître notamment aux États-Unis avec Trump ou au Sénégal avec des présidents qui veulent se maintenir au pouvoir. Il n'empêche que l'impopularité de Jovenel Moïse ne date pas du 7 février 2021, elle vient de plus loin. Ce qui arrive le 7 février 2021 est perçu plutôt comme la confirmation, la consécration d'une tendance de fond qui vient de plus loin. Et là, pour revenir un peu en arrière, il faut revenir à l'été 2018. Début juillet 2018, le gouvernement annonce l'augmentation du prix de l'essence, qui est une mesure qui est imposée par le Fonds monétaire international. C'est-à-dire le gouvernement haïtien subventionne le prix de l'essence pour qu'il soit réduit à Haïti. Ça coûte énormément, il est dans un équilibre budgétaire, il dépend beaucoup des institutions financières internationales, dont le FMI. Le FMI lui impose, en échange d'un nouveau prêt, de cesser cette subvention. Et donc, mathématiquement, le prix de l'essence augmente. Et si le prix de l'essence augmente, c'est le prix de l'ensemble des biens qui sont consommés à Haïti qui augmente. Donc, une répercussion sur l'ensemble des biens et donc directement sur une population. Et donc là, il y a une explosion populaire. Port-au-Prince, la capitale, est bloquée, d'autres villes aussi. Pendant plusieurs jours, la mesure est retirée, le Premier ministre est limogé. Donc là, on a une première révolte qui vise essentiellement la vie chère, l'appauvrissement dans un pays, dans un contexte où 59% de la population au moins vit sous le seuil de pauvreté. Quelques semaines après, Gilbert Mirambeau, qui est un cinéaste haïtien, envoie sur Twitter une photo de lui, les yeux bandés, qui tient un panneau, une pancarte sur laquelle est écrit « Code Petrocaribéa, où est passé l'argent de Petrocaribe ?» Alors, Petrocaribe, c'est un accord énergétique régional passé avec le Venezuela, avec l'ensemble des pays de Caraïbes. En gros, le Venezuela, grand producteur de pétrole, propose des prêts à tarif préférentiel du pétrole, moins cher à ces pays-là, des pays des Caraïbes. Eux peuvent le revendre plus cher. La marge entre le prix auquel ils achètent et le prix auquel ils vendent doit servir à financer des projets de développement. Alors, c'est un accord qui a été signé avec différents pays. Haïti, ça a été signé, ça a été mis en œuvre entre 2008 et 2018. C'est un accord de près de 4 milliards d'euros, dont on estime que ça a généré presque 1,5 milliard d'euros qui devaient servir donc à ce fonds de développement pour construire des stades, des écoles, des routes, des hôpitaux. L'ensemble de cet argent a été détourné. C'est détourné par la classe gouvernante, la classe des affaires. L'ensemble des institutions de contrôle ont échoué. Et donc, qui auparavant passait un scandale de plus, un peu plus gros, mais qui aurait passé, là, à travers cette photo-là, qui va devenir virale, va créer une grande mobilisation avec des manifestations massives dans les rues des différentes villes, surtout Port-au-Prince, la capitale, avec ce qu'on a nommé les Petro-Challengers, cette jeunesse qui revendique, qui pose des questions, qui veut des comptes sur le détournement de cet argent. Donc, on a là une révolte contre la corruption. Et ce qui va se passer, c'est que ces deux révoltes vont converger, vont constituer un peu les deux faces d'une même colère et vont converger autour d'enjeux communs et avec d'acteurs qui vont aussi se rejoindre. Alors, c'est quoi les enjeux communs? On se rend compte que sous la pauvreté, sous la corruption, ce qui est en jeu, c'est aussi une classe gouvernante, enfin, un gouvernement, bon, c'est une classe politique et une manière de gouverner. C'est aussi un contrat social, ou plutôt l'absence de contrat social entre ce gouvernement et la population. Un gouvernement qui met des politiques sans tenir compte de la situation des revendications de la population et sans tenir compte non plus de ce qu'on appelle en politique d'économie morale. L'économie morale, on en a pas mal parlé lors des printemps arabes, c'est cette idée d'un contrat implicite entre une population qui accepte certains niveaux de corruption, d'autoritarisme, etc., en échange d'un minimum d'accès aux services, d'un minimum de bien-être et de sécurité. Or là, à nouveau, il n'y a aucune... Cette économie morale, elle est mise à mal parce qu'il n'y a aucun échange, que ce soit un contrat social explicite ou un contrat implicite, entre ce gouvernement et la population qui n'a pas accès à des services sociaux, où l'éducation
est privatisée, où la santé fonctionne mal, qui n'a aucune perspective. Donc là aussi, sous la question de pauvreté et de corruption, c'est cette question-là, question sociale, qui est soulevée. Il y a aussi une question de contrôle, d'institutionnalisation, c'est-à-dire non seulement les institutions qui auraient dû faire leur travail de contrôle du fonctionnement politique des contrats publics n'ont pas fonctionné, mais la population sent qu'elle n'a aucun moyen de contrôler cette classe politique. Cette classe politique fonctionne elle ne rend jamais compte à la population en tout cas, et elle fonctionne sur une culture de l'impunité, non seulement une culture de la corruption, mais une culture de la corruption qui est tellement institutionnalisée que le Petrocaribe le montre, on ne s'est pas vraiment caché pour détourner cet argent, persuadé que ça passerait et que de toute façon, il n'y aurait aucune sanction. Donc, il y a aussi une manière d'interroger cela. Et enfin, une question plus d'ordre général, qui est la question de la dépendance, la question des inégalités. On présente souvent Haïti comme le pays le plus pauvre d'Amérique latine. C'est vrai, je vous dis, 59% de population. Mais c'est une manière de présenter Haïti aussi pour dépolitiser le problème et ouvrir la porte au convoi humanitaire. C'est-à-dire, voilà, c'est des pauvres, c'est des victimes. Le problème, il est là. En fait, Haïti est aussi le pays le plus inégalitaire du continent, le plus inégalitaire du monde. Et donc, la pauvreté, elle est aussi nourrie, alimentée par ce moteur inégalitaire. Et donc, ce qui est interrogé, c'est aussi les inégalités de pouvoir économique, de pouvoir culturel, de pouvoir politique, entre cette classe dominante qui est au niveau des affaires et la politique et l'ensemble de la population. Donc, des questions, grosso modo, les questions qui, au départ, posaient la question de pauvreté, de corruption, renvoient à des questions beaucoup plus fondamentales, beaucoup plus structurelles, qui renvoient à la manière dont le pouvoir est mis en place, comment il fonctionne, comment il se distribue ou ne se distribue pas et comment il est accaparé. Alors, ces enjeux vont faire converger, vont faire différents acteurs. On va avoir essentiellement une population jeune et urbaine. Il faut savoir que Haïti, la population les moins de 15 ans, c'est presque un tiers de la population. Ça va être aussi une population très largement populaire. C'est des classes populaires qui vont intervenir. L'ensemble des travailleurs et des travailleuses. La plupart, en Haïti, 90% sont dans l'économie informelle. Ce qu'on appelle l'économie informelle, ce sont des travailleurs qui ne disposent pas de contrats de travail formalisés ou insuffisamment formalisés. Donc, ça va des marchands à tous les mécanismes de la débrouille, avec aussi les ouvriers, les ouvrières des usines, des zones franches sur lesquelles je reviendrai par après, et les classes paysannes, l'ensemble de la paysannerie. Avec aussi une participation importante de femmes. Il faut savoir qu'il y a Haïti aussi traditionnellement, il y a des organisations féministes de femmes importantes. Elles sont présentes en masse en population, dans ces manifestations, pardon, et avec enfin cette forme on appelait, certains sociologues ici ont parlé de nouvelles classes moyennes entre guillemets, parce qu'elles sont moyennes par leur niveau d'éducation, souvent élevé, elles sont moyennes par leur connexion à l'international, par leur éthique de l'espace ou la fonction publique, mais en même temps, ce sont des classes précarisées par le faible accès aux ressources, par leur déclassement permanent et par l'absence de toute perspective. Il faut savoir aussi que ce qui a catalysé pour certains cette mobilisation en masse à partir de l'été 2018, c'est une forme d'entonnoir, une forme de sortie de crise fermée, c'est-à-dire que la manière traditionnelle pour la classe moyenne d'échapper à la situation de blocage complet à Haïti, c'était la migration. Sauf que depuis 2017, les frontières se ferment, de plus en plus de pays presque tous maintenant demandent des visas aux Haïtiens, aux Haïtiennes, donc c'est de plus en plus difficile de quitter ce pays. Et donc, elles se retrouvent confrontées à des situations sur place. Et donc ça va créer aussi une dynamique importante, avec aussi une particularité d'Haïti, qu'il y a une diaspora très importante économiquement et numériquement. On estime que plus de 11% de la population haïtienne vit à l'extérieur d'Haïti. Et cette population est la première source des richesses du pays. C'est-à-dire que plus d'un tiers du PIB, du produit intérieur brut, c'est l'argent qu'envoient ces diasporas à leur famille à Haïti. C'est d'ailleurs grâce à cette diaspora que le pays tient encore. Sans ça, le pays s'effondrerait complètement. Donc, on va avoir cette conjonction de différents acteurs, de différents enjeux qui vont
créer en 2018-2019 une vague de mobilisation importante qui sont apparentés à des soulèvements populaires comme on a pu en voir en Algérie, en Soudan, plus près d'Haïti, en Équateur, et des mobilisations de masse, avec aussi une mobilisation dans les réseaux sociaux. Donc une forme particulière, assez originale en même temps de mobilisation et en même temps avec des marqueurs qu'on retrouve dans d'autres révoltes populaires un peu partout dans le monde. Avec une pression continue, avec des résultats concrets, notamment la pression très forte sur la Cour des comptes, qui va entraîner la Cour des comptes à prendre ses responsabilités, à remplir son rôle et à enquêter sur l'argent détourné. Et donc, c'est grâce à des rapports de la Cour des comptes qu'on sait qu'on estime à presque 5 milliards d'euros l'argent de projets qui ont été inachevés, qui n'ont pas été construits, ou qui ont mal fait, sans contrat ou avec des contrats qui n'ont pas été respectés et dont l'essentiel de l'argent a été détourné. En même temps, donc on est face à des mobilisations qui sont peut-être les plus importantes en Haïti depuis la fin de la dictature, depuis le début de la fin de la dictature donc, Duvalier de 86. On est un président qui est parmi les plus impopulaires de ces 30 dernières années, qui est le plus contesté. Malgré tout, ce président est toujours là. Il tient le pouvoir et il arrive même à dépasser son mandat, à prétendre rester un an de plus pour organiser un référendum constitutionnel et des élections. Alors, comment expliquer ce décalage entre une mobilisation très importante, massive, et l'absence de résultats immédiats, c'est-à-dire une des premières revendications, c'est le départ du président, qui est vu comme responsable, comme un des premiers responsables de la situation actuelle. Alors, comment expliquer ce décalage-là? À mon sens, il y a une double clé d'explication qui est la stratégie que ce président va adopter et le double soutien dont il bénéficie. Et les deux sont liés. Alors, quelle stratégie il va adopter? Ça va être une stratégie de la terreur et du pourrissement. Un peu d'eau, moi. Alors, stratégie du pourrissement, c'est-à-dire qu'il ne va donner aucune réponse aux questions, aux revendications sur la corruption, sur l'impunité, sur les questions d'accès aux services publics, sur les questions de la vie chère, de lutte contre la pauvreté. Il n'y a aucune réponse. Il va s'enferrer dans une dénonciation très fantaisiste d'une élite qui l'empêcherait d'exercer, de promettre 24 heures sur 24 d'électricité dans l'ensemble du pays. Bref, il répond complètement à côté, il ne répond pas à ça, il n'y a aucune avancée. Donc une forme de pourrissement, et lui continue à se maintenir au pouvoir, à traverser, à passer toutes les lignes rouges. Il tient, et le deuxième axe de cette stratégie, qui est beaucoup plus inquiétant, c'est la terreur. Et donc on va avoir recours non seulement à une répression, mais véritablement une terreur en sous-traitant la répression des gangs armés à travers différents massacres, dont le premier et le plus important est celui de La Saline, qui est un quartier populaire de la capitale, Port-au-Prince. Un quartier populaire qui est connu pour son opposition au président. Et peu de temps avant une grande manifestation importante en 2018, est commis un massacre par des gangs armés. On compte au moins 63 morts, des viols, donc des viols collectifs, non seulement des morts, mais aussi des personnes mutilées, des disparitions de corps, donc une volonté de marquer véritablement par la terreur, de casser la dynamique sociale de mobilisation. Or, ça a été fait par des gangs armés, mais au sein de ces gangs armés, il y a des fonctionnaires publics, dont un policier qui est entre-temps devenu tristement célèbre parce qu'il a gagné en pouvoir au point de fédérer différents gangs armés, Jimmy Cherizier alias Barbecue. Donc, des fonctionnaires publics sont impliqués directement dans ce massacre, un massacre de masse, un crime contre l'humanité, où des personnes sont repérées et plus de 2 ans après, il n'y a aucune... le procès est à l'arrêt, il n'y a aucune avancée, alors que les enquêtes sont documentées, etc. C'est à l'arrêt. Donc, on est véritablement, et malheureusement, on est à l'arrêt, et d'autres massacres ont été perpétrés au cours des mois et des années à venir. Donc, on passe une autre ligne rouge avec cette
avec cet usage, cette instrumentalisation partielle des gangs armés dont on connaît les liens avec le pouvoir, avec une généralisation de l'insécurité à travers des moments chauds d'explosion comme ces massacres, mais aussi, malheureusement, surtout depuis septembre 2020, une généralisation des enlèvements qui touchent l'ensemble de la population, pas seulement les classes moyennes et les classes riches, mais l'ensemble de la population, et qui crée un sentiment d'insécurité très puissant, très paralysant. Et l'ONU estime que le niveau d'enlèvement a doublé en un an, a augmenté de 200%. Le niveau d'homicide volontaire, donc assassinat, a augmenté de 20% en un an. On est à près de 1400 personnes tuées en un an. Donc, un climat d'insécurité généralisé qui tend évidemment à freiner ou à rendre plus compliqué les mobilisations de rue. Avec cet aspect compliqué qu'on sent que cette insécurité, cette instrumentalisation des gangs armés par le pouvoir, elle tend à lui échapper partiellement et donc à devenir un peu hors de contrôle, à créer un chaos qui est en partie instrumentalisé par le pouvoir pour asseoir ce truc, mais qui ne contrôle pas totalement, ce qui crée évidemment un sentiment encore plus fort d'inquiétude au sein de la population, jusqu'à quel point cette stratégie du pourrissement va aller. Donc on est là à une partie pour expliquer son soutien, mais si le président se sent autorisé à aller si loin pour se maintenir au pouvoir, c'est aussi qu'il sait qu'il ne sera pas sanctionné, qu'il est soutenu. Il est soutenu par deux secteurs importants, pas numériquement, mais importants en termes de pouvoir. Et pour visualiser ces secteurs, il faut revenir sur le premier décret que signe le président Jovenel Moïse au lendemain de sa fin de mandat, donc le 8 février de cette année. Donc le 7 février, il annonce qu'il a échappé à un coup d'État, il fait arrêter plusieurs personnes. Le lendemain, il fait son premier décret, c'est un décret avec 2 articles, qui montrent véritablement les 2 axes stratégiques de son pouvoir. Premier article, il met à la retraite 3 juges de la Cour de cassation qui sont soupçonnés d'être trop proches de l'opposition, qui donc pourraient être nommés comme président d'une transition qui le mettrait à l'écart. Donc, pour s'en prémunir, il met à la retraite 3 juges, qui est un acte inconstitutionnel, qui est interdit par la Constitution. Donc, on voit là la réaffirmation de cette dérive autoritaire, de cet autoritarisme. Premier article, le versant politique. Deuxième article, le versant économique. Il attribue 8600 hectares de zones agricoles. 8600 hectares, c'est 86 km² de zones agricoles qui étaient cultivées, appropriées notamment par un mouvement de femmes paysannes, SOFA, qui est important, qui a des partenaires belges. Il attribue toutes ces terres à une famille qui appartient à l'oligarchie, la famille Appel, pour créer une zone agro-industrielle de production de la stevia. Stevia, c'est une petite plante qu'on retrouve dans les boissons gazeuses, et là, notamment pour l'exportation pour Coca-Cola. Donc, on a là un axe économique qui est étroitement lié, pour moi, à l'axe politique. Alors, ces zones franches, Jovenel Moïse lui-même, il a été mis sur la scène. Ce n'est pas un homme politique, c'est un businessman qui est le directeur de la première zone franche agricole de Haïti d'exportation de bananes, Agritrans, qui avait été choisi à ce titre comme dauphin par président Michel Martelly, qui lui-même, après le 2010 et le séisme, à la faveur de la reconstruction, va sortir de ces tiroirs un projet dont on avait déjà parlé, mais il va l'accélérer, qui va être le projet de reconstruction le plus important de l'aide américaine, qui est les Caracoles, qui est une zone franche, elle, industrielle de production textile essentiellement, d'une multinationale coréenne, sud-coréenne, à destination des États-Unis. Alors, on voit là ce que je profilais à travers ces différentes zones franches, de Caracol à celle de la famille Appel qui est signée le 8 février, un même modèle productif aux mains de mêmes acteurs qui signent une même insertion dans l'économie mondiale et qui génèrent un même type de rapport économique et de rapport de pouvoir. Et donc, c'est ce modèle économique-là, il a toujours été favorisé par la classe dominante,
Et donc, il faut comprendre qu'il y a moins une dérive autoritaire du régime, comme et encore moins une dérive personnelle de cet autoritarisme. C'est simplement, entre guillemets, cette volonté de poursuivre ce projet-là, ce modèle-là, sauf qu'il est confronté à un plus grand niveau de contestation. Et donc, pour l'imposer, on est obligé de recourir à davantage d'autoritarisme. Et donc, pour comprendre la situation en Haïti, il ne faut pas isoler le cas Jovenel Moïse, pas croire qu'il s'agit d'une dérive personnelle. Il s'agit ni d'une personne, encore moins ni d'une dérive, il s'agit véritablement d'une stratégie mise en place, confirmée, renforcée par rapport à une contestation croissante. Alors, cette stratégie, elle s'inscrit dans la libéralisation de l'économie haïtienne dans les années 80, au moment à cheval entre la fin de la dictature du Duvalier et le renversement de cette dictature, la liberté qui a entraîné les mobilisations populaires. Et plus largement, elle pose ses racines dans l'économie coloniale. Très simplement, si on résume, l'économie coloniale, c'est des grandes plantations de café, de sucre. Haïti, c'était considéré comme la perle des Antilles. Donc, c'est des grandes plantations qui sont travaillées par une main-d'œuvre gratuite, les esclaves. On exporte tout, sont transformés dans des matières premières vers la France, où ces ressources sont transformées, génèrent des richesses et qui ne retournent pas à Haïti et qui ne sont pas réinvesties à Haïti. C'est des matières premières qui ne servent qu'à être exportées. Ce modèle économique, c'est toujours celui-là qui est en vigueur. Il y a Haïti, ce drame, c'est à la fois cette source de fierté à raison et ce drame. Haïti, c'est la première république noire au monde. C'est des anciens esclaves qui créent un bouleversement impensable. Ils créent la révolution de 1804, ils chassent les colons, ils se gouvernent et s'affirment libres. Formidable mouvement, une révolution qui appartient, à l'instar de la Révolution française et de la Révolution américaine, de notre modernité, mais qui n'est pas connue, qui n'est pas étudiée, qui reste volontairement occulté. Donc, il y a ce mouvement de libération, d'émancipation extraordinaire, mais malheureusement, la classe qui prend le pouvoir, les généraux, va reprendre le système de plantation et avec elle, les mêmes systèmes de pouvoir et cette mécanisme, cette économie antipopulaire et dont la population veut se défaire. Or, 2 siècles plus tard, on se retrouve grosso modo dans un même schéma avec une économie qui est orientée entièrement vers l'exportation, avec une libéralisation à les années 80 qui a fait baisser les tarifs douaniers, qui a ouvert l'économie. L'idée, c'était de dynamiser cette économie qui était au moins de quelques familles. En 85, la Banque mondiale fait un rapport, elle estime que 19 familles ont le quasi-monopole des droits de presque tous les produits importés qui sont consommés en Haïti. Donc, on va libéraliser l'économie, ça va permettre d'ouvrir cette économie, de faire venir de nouveaux acteurs, de faire d'Haïti un nouveau pôle économique. C'est un échec parce que ces classes dominantes, cette oligarchie, elle va simplement capter cette libéralisation. Et alors, 30 ans plus tard, la Banque mondiale fait une étude et on constate que le pourcent le plus riche, Haïti, détient 50 fois plus de ressources que les 10% les plus pauvres. Donc, une concentration du marché très, très forte. Et une concentration d'une élite, non seulement sur l'économie, mais qui a la main aussi sur l'État, sur le pouvoir. Or, quel est le fonctionnement de cette élite? Parce que c'est évidemment cette élite qui est derrière les zones franches et c'est cette élite qui est derrière Jovenel Moïse. Plus le pays, plus Haïti est dépendant, plus elle est forte. Sa richesse, ses ressources, elles fonctionnent de la dépendance du pays. Pourquoi? Parce que cette élite, elle ne tire pas ses ressources économiques de la production, de la transformation, elle tire ses ressources de l'import-export. Or, Haïti, on est face à un pays qui est doublement dépendant, dans une économie doublement concentrée. C'est-à-dire que 4/5 de tout ce que Haïti exporte, c'est des produits textiles des zones franches pour les États-Unis. Et 70% de ce qu'Haïti importe, 70% de ce que Haïti consomme est des produits importés, essentiellement des États-Unis.
Donc, ça crée toute une série de problèmes économiques et surtout, ça crée une dépendance alimentaire, une dépendance économique, une dépendance politique. Parce que cette classe économique, de la même manière que économiquement, elle est tournée vers le marché international et surtout vers les États-Unis, elle se désintéresse complètement de la consommation locale. Politiquement, cette classe dominante, elle dépend beaucoup plus de Washington que de la population. Que la population conteste, etc., elle a les mécanismes de pouvoir, la culture d'impunité et les inégalités qui lui permettent de se maintenir. Elle dépend beaucoup plus, elle est entièrement tournée politiquement, économiquement, culturellement vers l'extérieur. Et elle tire sa force. Donc on est vraiment dans une forme de légitimité inversée, où la population sent que ce pouvoir lui échappe et qu'il n'est pas entre ses mains. Or, l'international est inscrit dans une complicité structurelle. D'une part, parce que bon, Washington, il y a des raisons géopolitiques, Haïti est à 2 heures de vol de Miami, donc Haïti est considéré dans le précaré des États-Unis. Il y a le Venezuela, Cuba qui sont là. Il s'agit aussi de contrôler en même temps la région. Donc il y a des raisons géopolitiques, mais aussi une forme de complicité structurelle. C'est-à-dire que même si on peut être très critique envers Jovenel Moïse et cette classe dominante qu'on sait corrompue, c'est nos interlocuteurs, c'est qu'avec eux qu'on discute. On peut discuter avec les ONG, les organisations sociales haïtiennes, mais avec elles, on va discuter humanitaire. Avec sa classe dominante, on va discuter des choses sérieuses, de l'économie, etc. Donc, il y a une complicité structurelle. Il y a aussi une manière, une même méconnaissance, voire un même mépris de la population. C'est-à-dire on ne prend pas acte du fait que les Haïtiens et Haïtiennes ont une expertise, ont une expérience, c'est eux qui devraient et qui ont le sort du pays entre les mains. Non, on estime qu'on a de meilleures connaissances, qu'on a de meilleures capacités et que donc on se coupe de cette expertise-là et donc on se retrouve avec les seuls interlocuteurs avec lesquels on discute, cette classe dominante qui partage, qui plus est, une même vision libérale, avec une même idée de cette vision d'une économie qui devrait profiter de ses avantages comparatifs, à savoir la proximité des États-Unis, du marché américain et d'une main-d'œuvre bon marché. Et enfin, reconnaître qu'on est dans une impasse dans la situation actuelle, ce serait reconnaître non seulement qu'on a fait l'échec de la diplomatie de ces 3-4 dernières années, mais aussi en fait l'échec d'une diplomatie de ces 30-40 dernières années, voire l'échec de 2 siècles de diplomatie, à savoir cette manière de toujours penser la crise haïtienne à partir d'un pilotage extérieur. L'international n'a cessé de se mêler la situation haïti. Il n'y a pas une crise de ces 40 dernières années, crise importante, dans laquelle l'international n'a pas été d'une manière ou d'une autre mêlé. Alors l'international, évidemment, c'est pas un bloc, encore moins une communauté, mais c'est essentiellement les États-Unis et l'ensemble des pays qui suivent. L'Union européenne en premier, on ne va pas se confronter aux États-Unis. Donc, pour l'international, même si elle est embarrassée avec le président actuel, elle est liée par des liens de complicité, par un projet commun de ce libéralisme, de cette ouverture du marché, et par le refus de remettre en question sa politique et surtout l'échec de cette politique. Enfin, qui crée un peu le ciment, c'est une forme de regard néocolonial, cette manière de penser les Haïtiens et Haïtiennes comme victimes au pire, comme bénéficiaires au mieux de nos politiques, mais jamais comme sujets, acteurs, actrices d'une solution de crise. Alors, malheureusement, ce regard néocolonial, on le retrouve dans la presse, dans la lecture médiatique. Et ce qui explique aussi pourquoi Haïti perce moins dans les médias et moins compréhensible. À mon sens, il y a différents facteurs, mais aussi ce regard néocolonial et le fait que la situation en Haïti elle est un peu contre-intuitive. Si vous regardez pourquoi on parle autant de la Birmanie, des manifestations de liberté, pour la pro-démocratie en Birmanie et pas Haïti, c'est parce qu'en Birmanie, c'est directement compréhensible, c'est politiquement assimilable automatiquement. C'est-à-dire on a une dictature militaire d'un côté et une population qui manifeste pour la liberté et qui est soutenue par la communauté internationale. Ça, c'est un schéma clair et rassurant.
avec les bons et les méchants d'un côté. Haïti, c'est pas ça. Haïti, les bons et les méchants ne sont pas du même côté. C'est une population qui rejette les élections et qui rejette un président qui est soutenu par la communauté internationale au nom de la démocratie. Donc ça demande un effort, non seulement de compréhension, mais ça demande aussi de remettre en cause les politiques de nos gouvernements, des institutions financières internationales, et de notre propre responsabilité. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, beaucoup plus exigeant en termes d'efforts et de courage politique. Alors, je vois que j'ai un peu de temps, je vais essayer de terminer. Donc, on est face à un blocage avec pourquoi il y a un rejet de ces élections. Ce n'est pas simplement ces élections, ce référendum constitutionnel. Ce n'est pas simplement le maintien au pouvoir de Jovenel Moïse qui est en jeu. C'est la reproduction d'un certain type de pouvoir, d'un pouvoir inégalitaire et des relations de subordination, de dépendance. C'est-à-dire qu'on est face à des élections qui vont être frauduleuses, sur lesquelles on n'aura aucun contrôle, mais qui vont aussi reproduire le même mécanisme de dépendance, le même qui va reproduire le même asymétrie de pouvoir entre cette élite et les classes populaires. Et qu'on est donc face à nouveau à une occasion manquée. De la même manière que Petro-Caribe a été une occasion manquée pour développer le pays, pour lancer des projets sociaux, de la même manière que la reconstruction après 2010 a été une occasion manquée. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, ce n'est pas les Haïtiens et Haïtiennes qui ont eu la main sur cette reconstruction, sur ces projets sociaux avec Petro-Caribe et sur cet avenir politique avec ces élections. Donc, on ne veut pas cette élection qui est une manière de raffermir cette culture d'impunité, manière de reproduire un système qui ne crée que des crises à répétition. On veut sortir dedans et avec un slogan qui a été lancé par un des groupes Petro Challenger, des organisations les plus en pointe, les plus mobilisées, nous pas dormir, nous ne dormons pas, qui est une transition de rupture. Maintenant, c'est une revendication globale qui est reprise par l'ensemble des acteurs. Donc, on veut une transition, pas des élections, c'est-à-dire pas simplement on change de classe gouvernante, mais qui va être retombé dans les mêmes travers de corruption, d'être antipopulaire et de dépendre entièrement de l'international et pas du vote de la population. On veut une transition pour sortir de cette crise à répétition et une rupture. Or, s'il y a un accord là-dessus de l'ensemble des acteurs, là où il y a des balles, où il faut encore discuter, où il y a des tensions, des divergences, c'est au-delà de ce gouvernement de Jovenel Moïse avec lequel on veut rompre, parce qu'on sait que Jovenel Moïse est celui qui bloque tout changement. C'est celui qui garantit l'impunité et la reproduction du pouvoir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est là. Il est là parce qu'on sait qu'il garantit qu'il n'y aura pas de poursuite, de procès, qu'il y aura, peu importe le gouvernement qui vient, le même type de modèle économique, le même type de rapports sociaux, les mêmes inégalités. Donc on veut, il y a un consensus très large au sein de la population pour en finir avec ce gouvernement, en finir avec ce président, mais au-delà de ça, avec quoi on veut rompre? Vers quoi on veut aller? Quel mécanisme de transition avec quels acteurs? Là, il y a encore beaucoup de questions. Mais c'est là véritablement l'enjeu des mobilisations. Au-delà d'empêcher cette farce électorale soutenue par l'international, d'empêcher un référendum constitutionnel soutenu par l'international, c'est d'empêcher ce pouvoir de se reproduire et avec toutes les conséquences néfastes que ça a pour sortir de cercle vicieux qui piège Haïti depuis des décennies. Alors, quelle piste pour nous? Qu'est-ce qu'on peut faire pour les Haïtiens et les Haïtiennes? Alors, pour les Haïtiens et Haïtiennes, on ne peut rien faire. Ce qu'on peut faire, c'est avec elles et avec eux. Et donc, pour cela, il faut d'abord ne plus laisser faire nos gouvernements, nos institutions internationales, dont l'Union européenne, qui soutient ce président en notre nom. Il faut aussi essayer de défaire ce nœud, ce cercle vicieux entre des politiques internationales libérales, une logique impériale et un regard néocolonial qui piège Haïti dans cette dépendance et qui nous piège, nous, dans notre impuissance. Enfin, il faut refaire la solidarité. Il faut repenser cette solidarité internationale et ça commence par avoir un autre regard envers Haïti, c'est-à-dire se mettre à l'écoute de ce que les Haïtiens et les Haïtiennes disent et nous disent, de se rendre compte que ce qui se passe là-bas, ce n'est pas un combat lointain, plus ou moins exotique, c'est aussi un combat qui est confronté par rapport à des acteurs
dont certains agissent en notre nom, donc on a une responsabilité. C'est aussi autour d'enjeux de liberté, de contrôle, de la manière de se gouverner, d'égalité, qui renvoient à des enjeux communs. Enfin, se rendre compte que si il y a la communauté internationale, les acteurs internationaux dans leur ensemble agissent de la sorte, ce n'est pas un manque d'informations, les informations est long, c'est un manque de courage politique. Et que c'est aussi de notre responsabilité d'être à la mesure du courage politique dont font montre les Haïtiens et les Haïtiens. Parce qu'eux, ils font leur boulot. Eux, ils manifestent depuis des années contre cette organisation, avec beaucoup de courage, dans une situation très compliquée. À nous de faire notre boulot, d'être à la hauteur de leur courage et de la lâcheté de nos gouvernants pour renverser ce piège dans lequel on les enferme. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Frédéric. Je vois qu'il y a déjà quelques questions qui ont été posées. Parmi nous, il y a certaines personnes qui peut-être ne connaissent pas spécialement la réalité haïtienne. Il y a également toute une série de personnes ici qui connaissent très bien Haïti, soit parce qu'elles sont d'origine haïtienne ou parce qu'elles travaillent avec Haïti. Je vois entre autres Alain Mondésir, je vois Jean Lavala, je vois Céline qui sont de la communauté haïtienne du Benelux. Peut-être que je n'ai pas cité tout le monde, mais il y a des Haïtiens, des non-Haïtiens, il y a des gens qui s'y connaissent un peu mieux, qui s'y connaissent un peu moins. S'il vous plaît, réagissez, donnez votre éclairage, posez des questions si vous en avez, il n'y a pas de mauvaises questions. Est-ce que quelqu'un veut ouvrir le bal? Sinon, dans un premier temps, je vois la première question qui a été posée dans la discussion ici affichée. Comment est-ce que l'opposition et les mouvements sociaux parviennent à s'organiser vis-à-vis de la situation actuelle? Frédéric, est-ce que tu commencerais par cette question-là? Oui, pardon. Alors, il faut savoir qu'il y a très vite, il y a une crise institutionnelle avec le problème d'une opposition politique, d'une classe politique qui est peu représentative, très critiquée, y compris l'opposition, avec des partis politiques qui sont centrés autour de personnes qui sont peu représentatives, qui donc font une tentative de convergence, qui ont donc peu de pouvoir et de légitimité. On n'avait pas ça. Les acteurs, il y a eu plusieurs tentatives au cours de ces 2 années à travers le passerelle de créer une convergence des partis d'opposition et la société civile pour essayer d'organiser cette transition. Malheureusement, à chaque fois, ça a échoué. C'est échoué pour raison très simple, c'est le refus de Jovenel Moïse de quitter le pouvoir, c'est clair, et parce qu'il jouissait d'un soutien international et de cette classe dominante. Donc, l'international, le discours international jusqu'à présent est toujours le même, c'est il faut un dialogue national de tous les partis, qui est une manière de refuser de voir qu'il y a un consensus très large à Haïti contre le président. Donc, on ne va pas avoir un plus grand consensus. Ce n'est pas vrai qu'on peut avoir atteint un plus haut niveau de consensus. Le consensus le plus large, il est déjà atteint, il est contre ce président. Alors, comment il s'organise? Il y a toute une série de manifestations. Il y a eu des manifestations encore lundi, parce que ça correspond à l'anniversaire de la Constitution haïtienne. Il y a des manifestations annoncées le 3 avril, des manifestations de femmes, parce que c'est le droit international des femmes. Il y a toute une série de mobilisations. On essaie de se mobiliser sur les réseaux sociaux, mais on est face aussi à une impasse, une situation compliquée du fait de cette insécurité généralisée et du fait qu'on n'arrive pas on se demande jusqu'où il faut aller, jusqu'où il faut que le Jovenel Moïse aille pour qu'il soit enfin lâché par la classe dominante et l'international. Or, malheureusement, je crains qu'il peut aller très très loin encore et qu'il continuera à être soutenu. Donc, il y a cette difficulté, il y a une mobilisation très massive, très généralisée. La difficulté, c'est qu'on est face à un blocage du président, soutenu par cet international et la classe dominante, et qu'on n'a pas de relais politique automatique, direct. Il n'y a pas une figure d'un parti politique qui
générer un consensus et qui pourrait mener ces transitions. D'où aussi la volonté, une volonté de différents acteurs de la société civile d'empêcher aussi cette personnalisation du pouvoir, de pouvoir renforcer les institutions et donc d'asseoir une transition à travers une assemblée de transition qui réunirait l'ensemble des acteurs, pour ne pas à nouveau tomber dans ces travers de captation du pouvoir et de personnalisation du pouvoir dont souffre tant Haïti. Donc il y a à la fois une mobilisation très importante, généralisée, avec beaucoup d'inventivité, mais en même temps dans un contexte très compliqué et avec des échéances très courtes qui continuent à être soutenues économiquement, politiquement, techniquement par l'international et avec une classe dominante qui, elle, reste silencieuse et qui fait bloc, grosso modo, derrière ce président. Je crois qu'il y a Alain qui souhaite faire une intervention. Oui, bonsoir. Déjà, je voudrais remercier M. Frédéric Thomas pour son exposé très clair. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de lire ses articles qui sont régulièrement très justes sur la question haïtienne. Donc, ce que je voudrais ajouter, c'est que dans cette crise actuelle, le président de la République ainsi que son entourage sont en train de travailler pour leur survie. Qu'est-ce qui se passe? C'est que 3 rapports de la Cour supérieure des comptes ont indexé directement le président actuel dans le détournement de près de 4 milliards d'euros. Et dans ce grand scandale de corruption, il y a une bonne partie de la classe politique qui a été indexée, que ce soit l'ancien président Michel Martelly, plusieurs anciens dirigeants, notamment des ministres des Finances, des proches du gouvernement, et même certains membres du secteur des affaires sont impliqués dans ce scandale. Et je pense que c'est sans doute la première fois depuis le procès de la consolidation au XIXe siècle, c'est la première fois qu'il y a eu des preuves claires d'implication de responsables au niveau des scandales de corruption. Et ces gens-là n'osent même pas remettre en question ces rapports. Ils disent tout le monde est corrompu. Donc, ils ne contestent pas qu'ils sont corrompus. Ils disent tout le monde l'est. Donc, ils savent que s'ils ne sont plus au pouvoir, ils risquent d'aller en prison. Et c'est pour ça, moi, je pense qu'ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. Quitte à armer des gangs, quitte à faire des élections frauduleuses pour se renouveler, ils sont prêts à tout. Et dans ce combat qu'ils mènent, il y a aussi une action très agressive sur le plan international. Par exemple, nommer plein d'ambassadeurs de manière irrégulière pour pouvoir défendre leur position. Par exemple, voter contre le Venezuela au niveau de l'Organisation des États américains, soit disant le Venezuela ne respecte pas la démocratie, comme si Haïti respecte la démocratie. Ce qui a permis à ce gouvernement d'avoir l'appui du gouvernement Trump. Avec M. Biden, on s'attendait à un changement de politique, mais on constate que l'obsession des États-Unis, c'est le Venezuela et Cuba. Donc, dès qu'un gouvernement décide, tête baissée, de s'aligner sur la position américaine, et on soutient ce gouvernement. C'est pour ça, moi, je pense que le scénario le plus probable, j'espère que je vais me tromper, sans doute ils vont quand même faire des élections, même frauduleuses, pour pouvoir se renouveler, donner le pouvoir à Michel Martelly, par exemple, avec l'appui de l'international. Et on est parti malheureusement encore pour 5 ans de crise. Bon, c'est ma plus grande inquiétude, sauf si la population a trouvé moyen extraordinaire à se débarrasser de ce régime. Mais j'ai comme le sentiment qu'on est en train de revivre la période de la guerre froide avec François Duvalier, l'opposition haïtienne à l'étranger. Voilà, c'était un peu mon point de vue sur cette situation très complexe. Oui, je crois que vous avez tout à fait raison. Il y a un alignement sur la politique extérieure américaine qui est très opportuniste de la part de Jovenel Moïse, essentiellement sur le Venezuela, et qui est un peu la seule chose qu'il peut offrir, parce qu'il ne peut pas offrir d'avancée sur la lutte contre la corruption, on ne peut pas offrir d'avancée en termes d'accès aux services publics, de lutte contre l'impunité, de défense des droits humains. Donc la seule chose qu'il peut offrir, c'est un alignement total sur la politique extérieure nord-américaine. Et en effet, il est mis en cause dans ce scandale de corruption, comme l'ensemble de la classe politique. Et de fait, ils jouent non seulement leur survie, mais aussi leurs ressources, leurs moyens. Si l'effet
sont à la fois démontrés, documentés, et concernent un tel niveau de corruption à un niveau si élevé, si généralisé, qu'on ne comprend pas que ces personnes ne puissent pas, qu'il n'y ait pas un procès, n'aille pas de justice par rapport à ça. Et donc, c'est vraiment aussi, si jamais il y a ces élections, si on va vers ces élections, ça veut dire qu'on enterre sous ces documents, ces années, cette pression populaire pour avoir des enquêtes sur cette corruption, sur ce dossier Petro-Caribe, et qu'on renforce encore plus la culture d'impunité, on renforce encore plus la reproduction des mêmes mots. Et donc, c'est aussi cet enjeu-là. Alors oui, moi, je pense qu'il y a le rapport de force est assez inégal, mais je pense aussi qu'il y a, contrairement à un an, et je n'ai pas eu le temps d'en parler, il y a quand même au niveau international une plus grande visibilité malgré tout. Elle reste minoritaire, défavorable, mais il y a une plus grande visibilité avec des campagnes, avec des mobilisations. Donc à Haïti, il y a quand même des mobilisations au niveau en Belgique, au niveau européen, au Canada. Il y a différents des secteurs à la fois nationaux. En Belgique, c'est la plateforme Haïti.be. En France, collectif Haïti de France. Il y a la coordination Europe-Haïti qui regroupe les organisations, les ONG en Europe qui travaillent avec Haïti. Il y a Géomood, le CETRI, on a lancé une campagne Stop Silence Haïti qui regroupait non seulement ces organisations-là, mais au-delà des organisations canadiennes, lançant les syndicats. Les syndicats ont lancé une campagne, via Campesina, le mouvement de paysans ont lancé une campagne. Il y a l'Assemblée internationale des peuples, qui est surtout représentée en Mélatine, qui a aussi mobilisé. Donc il y a différents acteurs qui ont une campagne. Et je pense une des clés, un des nœuds du problème dans lequel nous, on a un rôle à jouer, c'est l'international. C'est inacceptable ce qui est en train de se passer. C'est une honte. On doit avoir honte de ce que fait l'international. On est en train de soutenir quelqu'un qui est corrompu, qui a l'ensemble de la population contre lui, qui garantit l'impunité, qui garantit un pouvoir impliqué dans la corruption et des massacres, et on le soutient contre l'ensemble de la population haïtienne. C'est ça la réalité. Et c'est aussi pour ça que ça ne passe pas dans les médias, parce que c'est une réalité évidemment qui est difficile à encaisser. Et donc, on a une responsabilité, on a un rôle à jouer et aussi un enjeu à ce niveau-là. Il faut casser cette complicité internationale. Je pense que Christine a levé la main et souhaite faire une intervention, un commentaire. Oui, merci beaucoup. Pour tout ça, je me dis qu'il y a, en soutien à la population haïtienne, peut-être aussi le contexte qui pourrait être favorable de ce que le modèle, d'après ce que vous nous expliquez, d'après tout ce que nous savons, le modèle qui soutient cette oligarchie corrompue, c'est le modèle qui est en train de tuer la planète. Hein? L'agro-industrie, même indépendamment de la corruption, hein, qui est, je sais bien, le problème le plus évident là maintenant. Mais si on pense à un soutien international, je me dis, il y a peut-être moyen aussi de lier à la lutte pour défendre l'environnement contre les changements climatiques. Je veux dire, tout ça, c'est tellement évident quoi, que le type d'industrie, le type d'économie qu'ils imposent, donc par exemple exproprier des terres qui sont cultivées par des collectifs de femmes pour en faire de l'exportation, c'est n'importe quoi. Hein? Enfin, c'est pas n'importe quoi, c'est un truc qui fait plein de fric, mais c'est un truc qui nous emmène à ce qu'on appelle l'effondrement, etc. Quoi, hein, Outre l'interpellation des politiques, on pourrait aussi arrêter de boire du Coca-Cola, arrêter d'acheter du Coca-Cola, arrêter d'acheter des Levi's et tout ça. Absolument, oui. Ben oui. Oui. Oui, je pense que tu as raison. La difficulté, c'est que
c'est en effet un désastre environnemental très important. Haïti est un pays des plus qu'on appelle fragiles, vulnérables en termes climatiques, parce qu'il est sur la région sur la voie des ouragans, parce qu'il est largement la déforestation est massive, et donc c'est une catastrophe aussi écologique. Cette modèle économique n'est pas durable, ni économiquement, ni socialement, ni politiquement, ni écologiquement. Il est absurde, il est contesté internationalement, mais il ne faut pas se tromper. Ça reste le modèle des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, il ne faut pas non plus croire que l'Union européenne et les États-Unis sont contre ce modèle-là. Ils le soutiennent. Évidemment. La libéralisation, elle a profité à ces classes dominantes et aux intérêts américains. Haïti est le 3e destinataire des exportations de riz américain au monde. Alors qu'Haïti produisait du riz, il continue à en produire, mais il achète du riz importé moins cher des États-Unis que sur le produit local. C'est une libéralisation qui a cassé la production locale. C'est un cas d'école. Mais donc ces zones franches, elles ne permettent pas, elles ancrent Haïti de manière subordonnée au niveau de l'économie mondiale, dans une dépendance terrible et qui n'est pas le budget haïtien, des équilibres permanents. Il dépend de la diaspora, n'est pas tenable. Le problème, c'est que c'est le projet qui reste dominant, soutenu par les États-Unis, par d'autres, et c'est la classe dominante haïtienne, elle ira jusqu'au bout de la destruction d'Haïti. Elle ne va pas s'arrêter, elle ne va pas prendre conscience de ça. Donc, c'est à la fois une porte d'entrée, mais il faut être clair sur les rapports de force et se rendre compte que ce modèle-là, et c'est une faillite reconnue par un ensemble des acteurs, mais il continue d'être soutenu par les États-Unis en premier tête et n'est pas contesté de manière massive par les autres acteurs économiques ou politiques internationaux. Frédéric, il y avait une question de Madame Jacobs qui demandait comment, enfin, si tu pouvais dire quelques mots pour les non-initiés peut-être de l'action Stop Silence Haïti et comment donner de l'envergure à cette action internationale. Oui, donc Stop Silence Haïti, c'était une campagne qui a été lancée à l'automne passé, en septembre-octobre, qui était initiée d'abord par 2 ONG belges, donc Je Monde et CETRI. C'était dans l'idée d'avoir de faire face au silence dans lequel on était alors, la non prise en compte de la situation haïtienne, et de pouvoir avoir un discours clair, dur, radical, parti radical, en dépassant le cas des ONG. C'est d'être plus large et donc d'impliquer les acteurs de la société civile européenne, y compris les syndicats et d'autres, et essayer d'être international, au-delà, l'Union européenne idéalement, mais au-delà. Et donc, c'était une mesure qui simplement voulait dire, tout est basé sur de dire, votre politique internationale, l'Union européenne, est un échec. Écoutez les Haïtiens et les Haïtiennes, ils vous disent, nous ne voulons pas de ces élections, nous ne voulons pas de ce président, nous ne voulons pas de ce référendum, parce qu'il n'y a aucune garantie que ça soit des élections crédibles, des élections transparentes, un référendum légitime. Et donc, c'était ça. On demandait une prise de position nette derrière les acteurs haïtiens et actrices haïtiennes. Et donc, ça a été signé par une centaine d'organisations, y compris par les organisations du Bénin, du Canada, ce qui permettait aussi de faire le lien qu'on n'avait pas toujours entre le Canada et nous. Ce qui était inscrit, je pense, qui a participé ou qui a alimenté une dynamique plus générale suite à ça. Donc, la Confédération syndicale internationale a signé. Elle a depuis lors mené une campagne. Il y a une mobilisation au sein de Via Campesina, les mouvements paysans. Stop Silence est considéré un peu comme, maintenant, on le considère un peu comme une plateforme qu'on voudrait pouvoir réactiver dans les prochaines semaines, prochains mois, en lien avec la coordination Europe-Haïti, en vue de ce référendum, qui est une absurdité, et de l'empêcher. Donc, Haïti, il faut comprendre jusqu'où on peut aller l'absurdité, le soutien à l'international. Ce référendum constitutionnel, il est interdit par la Constitution haïtienne. Donc, on a un président qui a fini son mandat
qui crée un référendum constitutionnel interdit par la Constitution, un référendum où il n'y a pas de seuil de participation. Ça veut dire très concrètement, il y a 5% de population qui vote, ça passe, avec, on crée, dont le désir, la nécessité est basé sur deux sondages. Deux sondages qui ont fait par une boîte dont on ne connaît pas les propriétaires, on ne sait pas qui a payé ces sondages, on ne sait pas qui sont les destinataires. Donc, il y a deux sondages qui sont parus ces derniers mois en disant la population veut un référendum constitutionnel. Clac, Jovenel Moïse crée un conseil d'experts qui a pondu une nouvelle constitution, qui renforce le pouvoir du président, et on va vers ça en fin juin. Et l'international ne dit rien, se retranche, disant on n'intervient pas, on soutient, on est même prêt à financer. Donc, il n'y a même pas d'assemblée constituante. On va toucher à un texte fondamental d'un peuple sur base d'un président illégal et illégitime à travers un mécanisme totalement tordu. Donc, on veut lancer une campagne à nouveau en avril-mai pour face à cette échéance qui est fin juin. Il faut savoir que c'est les 3/4 des élections du référendum vont être payées par l'international. C'est la connivence internationale, elle va très loin. Alors, donc ça, c'est une mobilisation au moment d'être actif, de relayer, etc., quand on va le refaire. On a aussi, en lien avec les parlementaires européens, à travers Subsilence, on est arrivé à mobiliser 4 eurodéputés écolos. On est en discussion avec eux pour toucher les autres groupes, pour faire une première rencontre avec fermée avec des représentantes haïtiennes, pour après revenir au Parlement européen. On a essayé avec elles qu'il y ait un débat parlementaire au niveau européen qui a été refusé. Donc, on voit qu'il y a un blocage. Encore une fois, on n'est pas face à un manque d'information. On est face à un refus par rapport à un déni. Il faut aussi prendre compte de ça. Mais, on a un travail aussi de diffusion de l'information, mais aussi un travail de renverser ce déni. Donc, les dates importantes, on essaie de se calquer, de travailler avec les organisations haïtiennes, de venir en appui d'elles. On voit un peu leur mobilisation. En accord avec elles, on avait cette date du 29 mars qui est importante, 28-29 mars, anniversaire de la Constitution. La prochaine échéance qu'elles ont, c'est fin juin, ce référendum. Elles veulent l'empêcher. Donc, en mai, ça va être on va voir comment s'organiser avec elles pour mobiliser les médias, les acteurs ici pour faire front et renverser, montrer ce qui se joue là-bas. J'ai une question. Je suis Damien François de Genève. Allez-y. Vous m'entendez? D'accord. J'aimerais d'abord remercier Frédéric Thomas pour ce bel éclairage sur la réalité haïtienne, qui est une réalité extrêmement complexe. Vous l'avez bien définie, vous l'avez bien réalisé. Je voudrais tout simplement faire une petite adjonction, c'est que vous avez mis toutes les élites économiques dans le même paquet. Or, dans les élites économiques haïtiennes, il y a une partie qui soutient Jovenel Moïse et tout le pouvoir de Martelly jusqu'à Jovenel, et une autre partie quand même qui lutte aux côtés du peuple haïtien. La deuxième chose que j'aimerais souligner, c'est que Haïti, la communauté internationale, particulièrement les anciennes puissances colonialistes et esclavagistes, ont un contentieux avec Haïti, ceci depuis 1804, depuis l'indépendance. La France, les États-Unis particulièrement, n'ont jamais pardonné à Haïti d'avoir mené une révolution anticolonialiste, anti-esclavagiste et antiraciste. Et le politologue brésilien Ricardo Zaitenfus, en 2010, l'a bien souligné en disant que le péché originel d'Haïti, c'est son indépendance. Et jusqu'à aujourd'hui, nous payons cette dette. La troisième chose que j'aimerais souligner, c'est que vous avez bien mentionné, je vous appuie totalement dans cet appel à la solidarité que vous faites pour Haïti en demandant aux amis d'Haïti qui sont en Belgique, qui sont en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde, de soutenir le peuple haïtien dans sa lutte. Parce qu'il y a, comme vous le soulignez très bien, un mépris vis-à-vis du peuple haïtien. On le remarque ces derniers jours. Depuis le 7 février 2021, le mandat du président Jovenel Moïse a pris fin.
La conférence épiscopale haïtienne l'a souligné, a dit oui, c'est vrai. Le mandat, d'après la Constitution, le mandat a pris fin depuis le 7 février 2021. Les églises protestantes ont dit la même chose. L'ordre des avocats, le barreau des avocats d'Haïti a dit la même chose. Même le secteur vaudou qui a dit la même chose, que le mandat du président a pris fin le 7 février 2021 et le secteur international, les grandes puissances, le corps groupe à Port-au-Prince, avec ses représentants, les représentants du Brésil, des États-Unis, du Canada, de la France, de l'ONU, de l'OEA, ne disent rien face à cette réalité-là. Et là, je vous appuie totalement en faisant un appel à la solidarité vis-à-vis du peuple haïtien. Merci. Merci à vous. Merci Damien. Oui, c'est vrai qu'il pourrait en partie nuancer sur cette élite, mais quand je parle de l'élite, je pense que le modèle économique de l'élite, il reste le même, il est identique. Alors, au sein de l'élite, il y a des tensions. Il y a, dont la figure la plus connue, c'est Général Boulos, qui s'est opposé à Jovenel Moïse, et il y a des règlements de compte qui sont en train de se jouer là. Je pense qu'à un niveau un peu inférieur en termes économiques, il y a une partie des acteurs privés économiques qui ont tout intérêt au départ de Jovenel Moïse, qui simplement n'osent pas se positionner parce qu'on est dans une économie très concentrée, qui ont peur de la sanction politique, mais que grosso modo, l'élite continue malgré tout à faire bloc derrière Jovenel Moïse parce qu'il les défend aussi, il les protège. On a parlé de reproduction de pouvoir, mais aussi de l'impunité. Une partie de cette élite est mise en cause dans la corruption. Ça, et si il y a la fin de la culture de l'impunité, il y a un procès et elle va être condamnée. Et au-delà, c'est les structures de pouvoir auxquelles elle tient qu'elle ne veut pas lâcher. Alors, il y avait une question sur le contentieux. Je pense qu'il y a un contentieux historique, mais je pense qu'aussi il y a une dette historique de nous, les Européens, etc., envers la révolution haïtienne. Je pense qu'une partie de notre liberté s'est jouée lors de la Révolution française, lors de la Révolution américaine et lors de la Révolution haïtienne. La Révolution haïtienne est un magnifique et un formidable élan émancipateur, non seulement bien sûr pour regard pour les esclaves, les anciens esclaves, mais plus largement pour le monde. C'est une révolution universelle. Or, ce qui est regrettable, enfin plus que regrettable, insupportable, c'est que ce bouleversement était impensable en 1804, l'idée que des esclaves puissent se libérer tout seuls et se gouverner tout seuls. On se trouve 2 siècles plus tard à confronter par rapport à des acteurs internationaux pour lesquels, pour beaucoup, il reste impensable que les Haïtiens et Haïtiennes puissent et veulent vivre libres, qu'ils ont les moyens, ils ont les capacités. Ils ne demandent pas qu'on se substitue à eux, ils ne demandent pas qu'on contourne leur État, leurs institutions. Ils demandent simplement qu'on les écoute et qu'on se mette avec eux à les appuyer, mais que ce soit eux, évidemment, elles et eux qui gèrent et qui décident la manière de se gouverner. Et donc, c'est insupportable cette reproduction de méconnaissance, de mépris néocolonial par rapport à cette situation-là. Alors oui, sur les états internationaux, oui, encore une fois. Après, il faut avoir en tête qu'il y a les États-Unis mènent la danse. Alors, donc, il y a la Chine, la Russie qui critiquent, mais ils restent loin et souvent ils le font de manière opportuniste. L'Union européenne se tait. Il n'y a eu à ce jour, il n'y a aucune prise de position de l'Union européenne sur la situation haïtienne. Par contre, vous allez avoir plein de textes de la France, de la Belgique, des États-Unis, qui sont très inquiets, qui exhortent au dialogue, qui est une avancée sur la lutte contre la corruption, etc. Il y a un décalage complet, une incohérence totale entre ces inquiétudes, ces critiques et la politique poursuivie. Et c'est ça qu'il faut dire, c'est ça qu'il faut pointer du doigt, c'est cette incohérence qu'il faut soulever. Vous ne pouvez pas continuer à prétendre lutter contre la corruption, lutter contre l'impunité, lutter pour la liberté et en même temps faire cette politique-là en soutenant ces acteurs-là. C'est l'un ou l'autre. Il faut vous positionner. Ça ne sert à rien de pleurer, de pleurnicher, de critiquer au sein des instances onusiennes si en fin de compte, vous n'êtes pas capable de vous confronter aux États-Unis et de dire basta. Parce que les Haïtiens et Haïtiennes, eux, ils l'ont dit, il y a basta. Ils ne veulent plus de ça. Ils ne veulent plus que ce mécanisme, ce système se reproduise. Malheureusement, au niveau international,
on est malgré tout prêt à continuer à ce que ce système se reproduise, et qui plus est, à financer, à permettre la reproduction de ce système. Frédéric, je pense qu'il y a Janine qui a levé la main depuis un certain temps et ensuite il y a une question, je pense, ou une intervention de Reggae, si je prononce correctement. Janine, on ne t'entend pas. Voilà, vous m'entendez maintenant? Oui. Voilà, merci Frédéric pour cette intervention vraiment très éclairante sur Haïti. Ma question est la suivante. Est-ce qu'il existe une réelle convergence de positions entre les différentes associations de la société civile qui s'opposent au pouvoir actuel, qui luttent pour la transition? Je réponds maintenant, j'attends la question de la deuxième. En fait, je ne sais pas si c'est une... Je pense que c'est une intervention plutôt de la part de Reggae, donc peut-être que tu peux répondre à la question de Janine et on prend ensuite, on donne la parole ensuite à Reggae. Oui, merci Janine. Écoute, oui, il y a une convergence. La question est plutôt jusqu'où elle va la convergence. Il y a une convergence, il y a un accord pour dire, dans l'ensemble des acteurs de la société civile légitime, pour dire qu'il faut que Jovenel Moïse parte, qu'il bloque tout changement, qu'il faut que ces élections-là, on n'a pas les conditions, il n'y a pas les conditions réunies, les conditions sécuritaires, les conditions sociales, politiques. C'est absurde, même au niveau technique, c'est qu'il y a près de 3 millions de personnes qui ne sont pas inscrites encore au registre électoral. On est aussi dans une absurdité, y compris au niveau technique. Donc, là-dessus, il y a une base minimum d'accord sur un principe de gouvernance. Après, là où c'est beaucoup plus compliqué, c'est vers quoi on va, quel type de transition. Est-ce qu'il s'agit simplement de changer le gouvernement et de mettre en place des garde-fous contre la corruption? Ça aussi. Il y a aussi un relatif accord. Après, si c'est aller plus loin, dès qu'on touche à des politiques économiques, des politiques sociales, à la justice, il faut que la justice soit indépendante pour lutter contre la corruption, l'impunité. Ça devient plus délicat. Est-ce que cette transition, comment on se positionne par rapport aux acteurs étrangers qui pèsent lourd dans la politique nationale? Là aussi, ça crée des tensions. Quelle est l'urgence? Jusqu'à quel point on peut attendre, mettre en place? Parce que quand certains acteurs parlent d'une transition, ils envisagent une transition sur un moyen terme, sur 2-3 ans. Donc, il faut les moyens, il faut l'espace, la marge de manœuvre économique, politique pour mener à bien cette transition, pour vraiment l'institutionnaliser, l'inscrire dans des politiques publiques, l'inscrire dans des institutions qui soient crédibles. Alors que d'autres sont beaucoup plus, on va dire, pragmatiques et pressés. Ils veulent une transition relativement rapide, sachant qu'on est face à un État qui est en banqueroute. Je pense que je n'en ai pas parlé, et il y a peu d'éléments qui transparaissent dans la presse, mais il y a plusieurs indicateurs qui démontrent que l'État haïtien, pour se maintenir, le gouvernement haïtien, pour se maintenir au pouvoir, est en train de faire aller la planche à billets et donc d'accroître la dette, et que donc c'est dans un pays qui dépend énormément du financement extérieur, ça crée aussi une pression, une tension très forte. Donc oui, il y a une convergence, en tout cas pour en finir avec Jovenel Moïse, avoir un minimum de transition, avoir des garde-fous sur la corruption, essayer de corriger à la marche certains aspects, mais il n'y a pas encore de convergence parce qu'il y a des intérêts en jeu sur l'ensemble des politiques sociales, sur les politiques publiques en termes d'éducation, de santé. Il peut y avoir un accord light, mais dès qu'on va toucher aux priorités, là, je pense que c'est encore en train de se discuter. Sachant aussi il faut reconnaître qu'il y a l'ensemble des acteurs de la société civile, la grande majorité sont réunis, mais il reste toute une série de multitudes de micro-organisations populaires qui sont un peu sous les radars et dont on a du mal à entendre la voix parce qu'ils n'ont pas les mêmes canaux pour parler au niveau international, etc. Et donc, c'est aussi à ça qu'il faut être attentif, à cette majorité-là, la population qui est peu représentée à travers toute une série d'organisations qui demeurent encore aujourd'hui sous les radars du regard
y compris Regard Attentif International. Je pense qu'on peut prendre encore l'intervention de Reggae, puis peut-être une question et on va tout doucement se diriger vers la fin. Je ne sais pas si je prononce correctement Reggae ou Reg ou Reggae. Vous vouliez intervenir? Bienvenue. Oui, allô, bonjour. Bonjour, on vous entend. Merci, bonsoir et bonjour à vous tous. Donc, mon nom c'est Réginal, donc mon petit nom Régé. Merci Réginal. Donc, merci à Frédéric plutôt pour l'exposition que vous avez faite. C'est très exact. Et puis, j'aimerais commenter sur quelques points et puis poser une question à la fin à Frédéric concernant ce qu'il pense qui devrait être notre accord, notre coopération en termes de support à Haïti. Premièrement, j'aimerais faire le point sur le fait que Frédéric a fait une comparaison entre le pouvoir de Joseph Martelly et le pouvoir de Jovenel Moïse, excusez, à savoir que ce sont les mêmes types de pouvoirs où on ne devait pas attendre autrement que ce qu'ils nous ont donné comme résultat. Et c'est parce qu'il y a cette relation très étroite avec l'élite économique et l'international qui, depuis toujours, a été toujours le même schéma avec différents acteurs. Donc, et j'aimerais ajouter et faire un parallèle aussi du fait que, je pense que quelqu'un a mentionné il n'y a pas longtemps que Haïti paye une dette qui est cette audace de réclamer son indépendance de 1804. Et je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier, c'est réel, et c'est cela. Et les États-Unis en tête, comme pays, ils ont accumulé leurs richesses sur le sang des esclaves et sur le sang des Amérindiens. Et c'est un pays de nature, c'est comme ça. Et ce n'est pas différent de la France et des pays qui consistent le corps groupe. Ces deux natures sont comme ça. Okay? Deux natures sont comme ça. Donc, il faut garder ça dans notre façon de voir les choses. Et concernant le projet de Caracol qui a été mis sur pied sur le quinquennat de Michel Martelly, et ce projet-là aussi, on a déguerpi des habitants, des paysans de leurs terres fertiles et afin de faciliter ce projet. Or, ils auraient pu utiliser d'autres zones qu'on avait suggérées à ce projet-là, mais au lieu, ils voulaient justement déguerpir les gens de leurs terres pour faciliter le projet. Et c'est de la même façon qu'on voit que les terres qui ont été accordées à M. Aped, donc c'est toujours dans la même logique, justement pour faciliter l'exportation des riz des États-Unis. Et quelque chose que j'aimerais mentionner aussi, c'est que à ce que je sache, il n'y a pas eu kidnappé. Et ce sont eux qui ont accès à des ports privés, qui font rentrer tout, incluant des armes illégaux dans le pays. Et c'est pas une coïncidence qui a été mise sous pied depuis 1803, et pas 1803, excusez. Bon, on peut même monter jusqu'à 1803, mais tout récemment,
en 2003 avec l'accord de Michelet qui a été pris naissance à Ottawa, au Canada. OK? Et donc, c'est quelque chose. Dernier point. On Le vous dernier entend point assez que j'aimerais mal. ajouter, c'est que on dit toujours que l'opposition n'est pas organisée. Allô? On vous entend très mal. Allô, est-ce que vous m'entendez? Avec des coupures. OK, très mal. Vous abordiez le dernier point. Bon, là, on a carrément perdu le son. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Je ne sais pas si, Frédéric, tu souhaites… Ah, allô? Allô? Non, on vous entend très, très mal toujours. OK, donc j'ai un problème d'Internet. S'il y a le temps, je peux venir un peu plus tard. Ce sera OK, peut-être… je peux venir un peu plus tard. On va essayer parce qu'on va bientôt clôturer. Je ne sais pas, Frédéric, si tu souhaites réagir à ce que monsieur a dit. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ah oui, oui, beaucoup mieux. Comme ça? Un peu mieux. OK, donc je vais clôturer pour dire simplement que on dit souvent que la classe politique est bien coordonnée. Et je pense que c'est une façon de discuter. Bon, il y a quand même une qui est claire, c'est que toute Haïti est à l'unanimité en accord avec le renvoi de Jovenel Moïse. Là, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais c'est l'histoire que la classe politique est divisée, c'est que il n'y a pas un pays où il y a une classe politique uniforme. Il y a des différences d'idéologie de plusieurs classes politiques là que vous n'allez pas forcément avoir une même vision sur tous les points de vue. Il va y avoir des différences. Donc, c'est une question de discréditer l'opposition ou pour faire de diversion. Ils disent que la classe politique n'est pas unie dans ce sens-là. Et donc, je pense qu'en gros, on a dit tout ce qu'on a dit, on sait tout ce qui sont les problèmes d'Haïti et les causes de ces problèmes. La question, c'est de savoir comment que excusez-moi. Si dans les différentes relations. Excusez-moi, on vous entend vraiment toujours très mal. Est-ce qu'éventuellement, vous pourriez juste rédiger votre commentaire, comme ça au moins on pourra le lire, parce que là, c'est un peu compliqué, on ne comprend pas la moitié de ce que vous dites malheureusement. OK. Je vais essayer de… Merci, Ginal. Je vais essayer de… Toujours très mal. OK, on laisse ça. Je vais essayer de réagir à ce que tu disais. Oui, je pense que tu as tout à fait raison. Dans une étude que j'avais faite, j'ai qualifié le développement, le modèle de développement choisi à Haïti d'un modèle de développement anti-paysan. Donc, les paysans sont vus comme un anachronisme qui n'a aucun avenir, les paysans doivent quitter les terres pour rejoindre les usines de zone franche pour produire du textile à destination des États-Unis, d'autant plus qu'ils sont à côté du plus grand producteur agricole mondial, les États-Unis. Donc, ça ne sert à rien de produire le riz, il vaut mieux d'acheter le riz importé américain. C'est une vision absurde, mais qui perdure encore aujourd'hui, avec un mépris de la population des classes paysannes qui est très ancrée. Et je pense qu'il y a au contraire une des sources de régénération à la société haïtienne à tous les niveaux, c'est aussi de revenir sur l'expertise, l'expérience aussi de cette paysannerie qui
qui a un autre projet, qui porte aussi un autre projet économique sur la consommation locale, l'autonomie alimentaire, qui me semble beaucoup plus durable, beaucoup plus pertinent économiquement, écologiquement, etc. Sur la classe politique, oui, tout à fait, il faut pas, il y a toujours une division. Ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas se leurrer, il y a la crise institutionnelle, elle touche aussi la classe politique. C'est même la captation des institutions publiques, la privatisation des institutions publiques par la classe dominante, elle a été aussi organisée sur les partis politiques. Martelly, donc l'ancien président, quand il était au pouvoir, il a fait passer une loi qui diminuait de 500 à 20 personnes le nombre minimum pour créer un parti politique. Il y a eu, lors des dernières élections, 54 partis qui ne représentaient pratiquement rien, dont les 9 dixièmes sont nés quelques mois avant. On retrouve la même chose aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des partis politiques qui sont en train de naître depuis février, ou dont ce sont beaucoup d'anciens députés, sénateurs qui créent leur propre parti pour capter des fonds publics qui sont prévus. Ces gens-là ne représentent rien, ils disparaîtront après les élections. Donc, quand on parle de classe politique, il faut bien avoir en tête qu'on est aussi par rapport à peu d'organisations vraiment collectives, institutionnalisées, qui représentent des personnes. Et ceux il y en a, de fait, il y a des divisions, mais il y a une majorité, un large spectre dans ces classes politiques, aussi peu institutionnalisées qu'elles soient, qui est de fait contre Jovenel Moïse. Ça, il y a un très large consensus. Concernant la paysannerie, je me permets une question. Concernant la paysannerie, il y a une question que Céline Constant avait soulevée dans une discussion du groupe des Haïtiens du Benelux il y a quelques jours, que je trouve très intéressante. Céline, je ne sais pas si tu souhaites intervenir. Sinon, de ce qu'on avait dit, je me permets de transmettre. En fait, elle s'interrogeait sur ah voilà, Céline, tu me dis OK? C'était ta question sur le lien entre la paysannerie et les mouvements sociaux qui sont à la capitale et dont on entend peut-être plus parler sur les réseaux sociaux. Ah, OK, elle a un problème de son, je pense, elle ne peut pas parler. Donc voilà, est-ce que tu pourrais faire un commentaire sur l'éventuelle coordination entre le monde paysan et le monde de Port-au-Prince? On sait qu'en Haïti, la capitale centralise énormément de choses. Comment est-ce qu'ils arrivent à se coordonner? Y a-t-il une coordination? Nous, ici, sur les réseaux sociaux et tout ça, on voit passer nos Pape Dormi, les Petro Challengers, mais est-ce qu'ils incluent les paysans, en fait? En tout cas, la paysannerie, la jeunesse populaire, ou plus populaire, plus pauvre, appauvrie urbaine, c'est les deux enjeux majeurs actuellement. Donc, la nécessité de s'allier, de s'organiser avec elle, de se coordonner. Alors, de coordination en tant que telle, il n'y a pas. Par contre, il y a une conscience de cet enjeu. Il y a des liens, il y a des tentatives aussi de sortir de Port-au-Prince. Nous, Pape Dormi et d'autres ont essayé de faire des caravanes. Il y a Jérémy au Cap, donc dans d'autres villes d'Haïti, des tentatives de mobilisation. Il est vrai que les mobilisations sont pour l'instant essentiellement urbaines, mais avec des groupes comme la SOFA, donc Solidarité Femmes haïtienne, qui a été expropriée des terres avec ce nouveau décret le 8 février, qui est aussi présent à Port-au-Prince. Donc, il y a des tentatives de liaison. Les mouvements paysans sont bien présents dans les mobilisations, ils sont moins visibles. Alors bon, c'est un double. Les Petro Challengers, c'est une partie d'entre eux, c'est des jeunes qui maîtrisent très bien les réseaux sociaux, donc ils sont très visibles et très actifs sur les réseaux sociaux. Or, ça ne veut pas dire qu'il faut ni idéaliser, ni penser parce qu'ils sont très présents sur les réseaux sociaux, ils sont partout très mobilisés, ni les discréditer en disant non, ils sont que sur les réseaux sociaux. C'est pas ça. Ils sont à la fois sur les réseaux sociaux, ils essaient d'être dans la rue à tous les niveaux, de faire un travail d'éducation populaire, de liaison. Ils essaient de rencontrer en dehors de Port-au-Prince et même dans Port-au-Prince, dans les quartiers, ce sont eux qui ont été, par exemple,
un an pour la commémoration pour le massacre de la Saline, qui ont été dans les quartiers populaires, faire ce lien avec ces populations-là, parce que ce n'est pas simplement il y a avec la population paysanne qui n'a pas de lien, c'est vraiment avec les bidonvilles ou avec les quartiers populaires où le lien est difficile. Donc il y a ce travail de lien qui est en train d'essayer de faire, mais c'est compliqué parce qu'on est face aussi à un pays qui est aussi ultra centralisé et très déstructuré. Grosso modo, il vous faut 2 heures pour aller à Miami, mais peut-être 4 heures pour aller à Hinche. Donc c'est aussi ça, l'absence de route. Donc il y a une volonté aussi. Ce qui est présent aussi, quand même, c'est une volonté très, je ne vais pas assez parler, nationaliste. Il y a quand même un orgueil qui se nourrit de l'histoire et de volonté d'être majoritaire. On est le peuple, on est la population, on veut la paysannerie avec nous, etc. Donc, il y a ce travail-là qui est fait, mais qui doit être clairement renforcé. C'est un enjeu. Il manque des liens, mais les mouvements tête collée et MPP, les 2 grands mouvements, parmi les 2 grands ECROS dans le sud, les mouvements paysans haïtiens qui sont membres de l'international paysanne via Campesina font partie des mobilisations, sont en lien avec les différents acteurs, mais de même que les syndicats, ça c'est positif, mais il y a un travail de fait de construire cette alliance, de construire ces liens, parce qu'eux n'ont pas accès aux réseaux sociaux, n'ont pas les mêmes connexions internationales, et donc il y a aussi tout ce travail-là. Donc c'est un enjeu, il y a un travail qui est fait, il y a une conscience, mais il doit être clairement renforcé, et c'est en fonction de ce renforcement de cette liaison-là que va être en grande partie déterminé le succès ou l'avenir de cette lutte. Je me demande si Jean Lavalas ne souhaite pas intervenir. Jean, est-ce que tu voulais intervenir justement à ce sujet-là, par exemple? Donne-nous ton éclairage. On a un problème de connexion. Bon. Tu nous entends? Jean? Bon. Est-ce que quelqu'un a encore une question ou souhaite faire une dernière intervention? On a un peu dépassé le temps prévu, pas de beaucoup, donc voilà, je voudrais m'assurer. Ah, Alain. Non, moi, c'est seulement une question. Je voudrais demander à M. Frédéric Thomas comment nous, les Haïtiens du Benelux, nous pouvons participer à cette mobilisation Stop Silence Haïti. On aimerait bien donner notre contribution, mais comment est-ce qu'on peut être en lien pour apporter notre petite pierre? J'ose parler pour les Haïtiens du Benelux, bien sûr. Je n'ai pas eu le temps de leur demander leur avis. Après, il faut en discuter. Concrètement, l'idée de Stop Silence Haïti, c'était aussi de pouvoir donner la parole à des personnes individuelles, mais aussi à des petites organisations qui ne devaient pas forcément être une ONG, pour parler autour de vous, relayer. On va essayer de relayer l'information. Il y a un rôle important qu'on a à faire, de faire passer ce qui est en train de se jouer là-bas, de casser une série de clichés sur Haïti, de faire passer l'information, de dire l'enjeu de cette information. Donc, c'est une information stratégique, c'est de dire simplement non seulement ce qui se passe et pourquoi on n'en entend pas parler, pourquoi on veut en entendre parler, interroger les politiques locales, interroger Marie Lazer posait aussi les enjeux économiques, de faire des boycotts, de réfléchir. On n'a pas de solution toute faite. Ce qu'on veut, c'est encourager, renforcer toutes les initiatives, les faire converger, voire se mettre en lien avec Janine et la plateforme haïti.be, voir toutes les initiatives sont bienvenues. Ce qui est important, je pense, c'est de faire relier l'info, la montée, montrer l'incohérence de certaines politiques, de casser le discours qui est un discours qui est lié à certaines pratiques, parce que je pense que si plus on fait connaître la situation sur place, plus on rend compliqué la politique de nos gouvernements et de nos institutions internationales qui profitent du silence et de clichés pour intervenir comme ils le font. Donc nous, on a vraiment à renverser ce discours, renverser cette logique qui est un peu le ciment de cette complicité entre l'international et Jovenel Moïse. Donc
on va diffuser l'info, on compte aussi sur ces initiatives, on n'a pas chacun un petit espace de manœuvre, il ne faut pas se décourager, c'est vraiment l'idée sur le silence, c'est-à-dire, OK, chacun a un espace de pouvoir, il faut se mobiliser, il faut intervenir là où on peut et chercher à converger ensemble et à faire le lien, servir de passeur avec les organisations haïtiennes. Un grand merci, Frédéric, pour ton intervention, pour toutes ces pistes de réflexion aussi, les réponses. Je vois qu'il y a un commentaire ici de Réginald qui avait des problèmes de son. Il nous dit « L'International soutient la réforme constitutionnelle de Jovenel Moïse sans pour autant se prononcer ouvertement là-dessus, car le vrai enjeu est le sous-sol haïtien. Jovenel veut profiter de cette occasion pour se protéger contre toute possibilité de poursuite judiciaire pour ses nombreux crimes. » Bon, ça rejoint des choses qui ont été dites ce soir. Est-ce que, Christine, tu souhaites ajouter quelque chose? Je voulais remercier également, dire que le CADTM et ATTAC comptent bien également continuer à essayer de relayer dans la mesure du possible tout ce qui peut être utile. Et je pense que, comme le disait Frédéric, ce qu'il faut montrer ici à l'international, c'est la cohérence. Parce que c'est vraiment ça qu'on voit. Il y a un vague discours, oui, pour le circuit court, par exemple, c'est très en vogue, là, oui, c'est sûr, mais on ne fait rien. Et c'est tout le contraire. Et Haïti, depuis 2 siècles, c'est vraiment l'endroit du monde où, qui est presque emblématique de cette incohérence internationale. Voilà, il me semble. Merci. Merci à toi. Merci aussi. Frédéric, merci à Marie-Louise Lazare. C'était moi qui l'ai sollicité, c'est pas Frédéric. Exact. Je ne connaissais pas Frédéric, je connaissais son travail, mais je ne le connaissais pas avant aujourd'hui. Donc voilà. Comme tu es haïtienne et que tu connais quand même très bien la situation également. Voilà. Eh bien, un grand merci à tous les participants. Frédéric, est-ce que tu veux dire quelques mots pour clôturer Non, vous dire merci à toi, merci à Christine, merci à vous d'avoir assisté. J'espère avoir pu répondre, éclairer, offrir un éclairage et vous dire, voilà, il faut continuer, pas se sentir... je suis très critique, à l'écart, il y a beaucoup de problèmes, mais l'idée, c'est pas de se sentir impuissant, c'est d'aller de l'avant, c'est-à-dire qu'on a un rôle à jouer, il y a un sens à mener ce combat. Restons en contact, continuons, faisons le lien entre nous et avec d'autres luttes. Et voilà, allez de l'avant, voilà, c'est mon message. Et encore merci. Merci. Au revoir. Merci à tous, c'est sûr qu'on va de l'avant. Bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne soirée à tous. Au revoir. Merci Sébastien.